Leçon 4 19 mars 2025. À regarder. Renié et oublié, je suis revenu après 9 ans et j'ai laissé ma famille sous le choc. https://www.youtube.com/watch.v =QQECMAI-Baotma. Abandonné par ma famille depuis l'âge de 18 ans, je n'aurais jamais pensé les revoir, mais le destin a sa façon d'arranger les choses. Lors d'un mariage somptueux, j'ai rencontré de manière inattendue des gens qui me considéraient autrefois comme inutile. Dès l'instant où ils m'ont vu, le mépris dans leurs yeux était indéniable. Ma Catherine Morel ricana, que fait ici cette fille inutile? Ma sœur croisa les bras, retroussa les lèvres. Tu n'es pas sur la liste des invités. Mais alors que son fiancé était sur le point de m'ordonner de partir, il s'est arrêté brusquement. Ses yeux écarquillés, son visage pâle, sa voix cassée, « Attends, cette femme est... » J'ai juste souri lentement, en parlant, « Tu ne sais vraiment rien ?» Je m'appelle VN Moore, et à 32 ans, je viens d'entrer dans un mariage qui ne devrait rien avoir à voir avec moi, mais le destin a un sens de l'humour cruel. Les gens dans cette pièce, ceux qui m'ont jeté comme une poubelle il y a 14 ans, pensent que je suis toujours cette fille impuissante et indésirable. Ils s'attendent à ce que je sois choqué, humilié, implorant d'être accepté, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis pas l'Evelyne qu'ils ont abandonnée, ni la fille à qui on a dit qu'elle ne valait rien, qu'elle ne valait jamais rien. Ils ne savent pas ce que j'ai construit, ce que je suis devenu. Et pendant qu'ils ricanent et chuchotent, tandis que ma Catherine Morel lance un regard noir et que ma sœur sourit, ils n'ont aucune idée que la femme qu'ils viennent d'insulter est sur le point de bouleverser leur petit monde parfait. L'air de la grande salle de bal est chargé d'argent. Les lustres en cristal projettent des reflets dorés sur les tables drapées de soie. L'argenterie polie brille sous les lumières tamisées et les flûtes à champagne teintent dans de délicats toasts. Tout ici crie richesse, pouvoir, statut. C'est le genre d'événement où les gens comme moi, les laissés pour compte, les oubliés, ne sont pas censés exister. Et pourtant, me voici. Les 14 dernières années auraient dû m'effacer de leur mémoire. Peut-être que, dans leur esprit, j'ai cessé d'exister le jour où ils m'ont expulsé, leur fardeau indésirable enfin levé. Mais debout au centre de ce mariage opulent, vêtu d'une élégante robe noire qui épouse ma silhouette aux bons endroits, les cheveux coiffés en un chignon élégant, je suis sûr d'une chose, ils ne s'attendaient pas à cela. Et cela rend ce moment délicieux. Je laisse mon regard parcourir les visages abasourdis. Ma Catherine Morel, toujours aussi froide et inflexible que je me souviens d'elle, les ongles manucurés s'enfonçant dans sa coupe de champagne. Mon Jean Morel fait semblant de ne pas me voir, même si le tic de sa mâchoire le trahit. Et puis il y a ma sœur, elle, l'enfant en or. Elle me regarde de haut en bas, son expression oscillant entre confusion et irritation, comme si ma simple présence gâchait sa journée parfaite. « Bien, tu n'es pas censé être ici, » dit-elle d'une voix juste assez forte pour attirer l'attention des invités à proximité. « Qui t'a même invité ? » Je ne bronche pas. Je ne me recroqueville pas. Je souris. « C'est drôle, » dis-je en penchant la tête, parce que je me souviens très bien d'avoir reçu une invitation. Son futur mari, Romain, n'est-ce pas? Est resté silencieux jusqu'à présent, mais soudain il s'avance, les sourcils froncés comme pour essayer de me situer. Puis son visage perd ses couleurs, sa bouche s'ouvre, mais aucun mot ne sort. On dirait qu'il a vu un fantôme. Attends, cette femme est... Je fais un pas lent et délibéré vers moi, mes talons claquant contre le sol en marbre. Tu ne sais vraiment rien. Je murmure, regardant sa gorge battre alors qu'il avale difficilement. Il y a un moment de silence, puis un autre, et juste comme ça, le mariage qui était censé être parfait commence à craquer. Il y a 14 ans, je me souviens encore du moment exact où ils m'ont expulsé. Il faisait froid cette nuit-là, le genre de froid qui s'infiltrait dans vos os, rendant chaque respiration douloureuse. Mon Jean Morel se tenait sur le seuil, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Ma Catherine Morel ne me regardait même pas et elle souriait narquoisement. « Vous êtes un fardeau » avait dit ma Catherine Morel, « une perte de temps, une perte d'argent. Nous en avons assez fait pour vous. » Mais non mais Evelyne, mon Jean Morel m'avait interrompu, « Tu as 18 ans, tu es adulte. Renseigne-toi. » Et d'un seul coup, ils m'ont fermé la porte, à toute mon existence. Je me souviens d'être resté dehors, les doigts engourdis, ma respiration visible dans l'air froid de la nuit. Je n'avais nulle part où aller, pas d'argent, pas de filet de sécurité, juste les vêtements que je portais et l'écho de leurs paroles dans mes oreilles. Ils ne m'ont pas simplement abandonné, ils m'ont effacé. Et ils n'ont jamais regardé en arrière.
Aujourd'hui, au mariage, mais j'ai regardé en arrière. Pas par envie, pas par faiblesse, mais pour être sûr que si jamais je les croisais à nouveau, je serais celui qui tiendrait bon. Et maintenant, je le vois, la panique qui s'installe derrière leurs yeux, la façon dont ma Catherine Morel bouge inconfortablement, la façon dont elle serre un peu trop fort sa flûte à champagne. Ils le savent. Ils ne comprennent pas comment, mais ils savent que je ne suis pas la même fille qu'ils ont jetée. Excusez-moi, une voix coupe le silence tendu. Un homme vêtu d'un costume bleu marine sur mesure s'approche et je me détends immédiatement. Alexandre, mon mari. Il s'approche de moi et pose une main chaude sur le bas de mon dos. Le geste est subtil mais puissant, une revendication, un rappel que je ne suis pas seul. Y a-t-il un problème ici? Demande Alexandre d'une voix polie mais ferme. Elle se moque, qui diable es-tu? Alexandre ne cligne pas des yeux. Le mari d'Evelyne. Un silence de mort. Les doigts d'elle se contractent, ma Catherine Morel inspire brusquement et Romain a l'air de s'évanouir. Je réprime un sourire narquois. Il voulait que je disparaisse, que je sois oublié, que je ne veuille rien. Au lieu de cela, je suis revenu plus riche, plus fort, intouchable. Et ça, ce n'est que le début. J'ai appris il y a longtemps que la survie n'est pas une question de force, c'est une question de stratégie. C'est pourquoi, lorsqu'ils m'ont expulsé il y a 14 ans, je ne suis pas simplement parti. J'ai commencé à me préparer. À l'époque, je n'avais ni pouvoir, ni voix, ni filet de sécurité. Je n'avais qu'une douleur amère et creuse dans ma poitrine et l'écho de leurs derniers mots résonnait à mes oreilles. Comprenez-le. Alors je l'ai fait. Et pendant qu'ils poursuivaient leur vie parfaite, en supposant que je disparaisse comme une tâche gênante, je regardais, écoutais, collectionnais. Parce qu'un jour, je savais que j'aurais mon moment, et ce soir, ce moment est maintenant. Il y a 14 ans, le jour où tout a changé, le soir de mon départ, j'avais exactement 17,28 $ en poche, pas même de quoi me payer une chambre de motel. Pendant 3 jours, j'ai dormi au fond d'un vieux restaurant, recroquevillé près des bennes à ordures où la chaleur des bouches d'aération de la cuisine éloignait le plus gros du froid. La propriétaire, une femme aux yeux perçants nommée Monique, a fini par m'attraper. Au lieu d'appeler les flics, elle m'a lancé un balai et m'a dit « Si tu veux flâner, rends-toi au moins utile ». C'était ma première pause. À la fin de la semaine, elle m'a laissé m'asseoir sur un vieux lit de camp dans le débarras du fond. À la fin du mois, elle a commencé à me payer au noiret. En un an, j'économisais chaque centime. Parce que j'avais un plan, même à l'époque, je savais que je ne resterais pas éternellement dans cette petite ville. Je n'allais pas être une fille qui faisait la vaisselle pour le salaire minimum pendant que ma famille prospérait grâce à un privilège qu'elle n'avait même jamais gagné. Non, j'allais devenir quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer. Ainsi, pendant qu'elle affichait son statut d'enfant en or et que mes parents se réjouissaient de l'illusion de leur famille parfaite, je travaillais, étudiais, apprenais. À 20 ans, j'avais obtenu une bourse pour un programme de commerce. À 23 ans, j'étais stagiaire dans une start-up et à 27 ans, j'avais ma première entreprise, une marque de nutrition médicale qui allait, en quelques années seulement, devenir un perturbateur de plusieurs millions de dollars dans l'industrie. Ils ne l'ont jamais su parce que je ne leur ai jamais dit, parce qu'ils ne méritaient pas de savoir. De retour au présent, à l'intérieur de la salle des mariages, je sens encore leur regard sur moi, le regard aigu de Catherine Morel me disséquant avec le même regard froid qu'elle utilisait quand j'étais enfant, à la recherche de défauts, de faiblesses. Le sourire narquois soigneusement contrôlé d'elle, comme si elle était convaincue que ce n'était qu'un hasard, que d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à devenir riche par pure chance. Et puis il y a Romain, le fiancé d'elle, l'homme qui était devenu pâle dès qu'il m'avait vu. J'ai déjà vu ce regard, reconnaissance, peur, culpabilité. Intéressant, murmure Evelyne Alexandre à côté de moi, d'un ton bas, un avertissement discret. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je lui jette un coup d'œil, mon mari, la seule personne dans cette pièce qui sait vraiment qui je suis, de quoi je suis capable. Ses yeux sombres se déplacent entre moi et la famille d'elle, lisant déjà la tension dans l'air. Je souris. Oh, j'en suis sûr. Elle se moque en roulant les yeux. Sérieusement? Tu t'attends à ce qu'on croie que tu es une sorte de réussite? S'il te plaît, tu n'as même pas réussi à aller à l'université. Je penche la tête, feignant la curiosité. Oh, c'est ce qu'ils t'ont dit? Un instant d'hésitation, juste une seconde, puis elle redresse les épaules. Je n'ai pas besoin d'écouter tes mensonges.
C'est moi qui suis allé à l'école de médecine. C'est moi qui abandonne, je l'interromps, d'une voix calme et calculée. La pièce entière reste immobile. L'expression d'elle se fiche juste pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne récupère, son visage se transformant en quelque chose de défensif. De quoi parles-tu? Je m'approche, mes talons claquant contre le sol en marbre poli. Les invités regardent maintenant, sentant le changement dans l'air, la fissure se formant dans l'image soigneusement sélectionnée de la future mariée parfaite. Tu n'as jamais fini l'école, elle dis-je doucement. Vous ne vous en êtes jamais approché. Vous avez échoué avant même de pouvoir postuler pour votre résidence. Ses narines se dilatent. Ce n'est pas haut, mais ça l'est. Je fouille dans ma pochette et en sors une seule feuille de papier, soigneusement pliée. Je le déplie avec un soin délibéré avant de le tenir juste assez pour que les personnes les plus proches de nous puissent le voir. Le dossier scolaire d'elle, un dossier qui montre noir sur blanc qu'elle a échoué à son programme il y a 3 ans. Je regarde le sang s'écouler de son visage. Romain se tourne vers elle, la confusion est quelque chose de dangereusement proche de la trahison dans son expression. Elle, qu'est-ce que c'est? C'est faux, siffle-t-elle, la voix légèrement montante. Elle ment. Je le sais, et je parierais que tout ce qu'au fond de Romain ici présent le sait aussi. Il ne le nie pas, il regarde toujours le journal, la mâchoire serrée, la prise de conscience s'installant sur lui comme une lente tempête. Ma Catherine Morel s'avance, la voix coupée. Tu as toujours été une enfant méchante, Evelyne, pour gâcher le mariage de ta sœur comme ça. Oh, je ne fais que commencer, dis-je en lui faisant un sourire aigu. Après tout, si nous parlons de vie ruinée, pourquoi ne pas discuter de l'affaire de fraude financière en cours contre l'Amour Family Clinic? Silence, silence complet, absolu. Je laisse cette révélation pénétrer, regardant le poids de mes mots s'écraser sur eux. De quoi parles-tu? Dit enfin mon Jean Morel, d'une voix plus douce désormais. Je hausse un sourcil. Oh, tu ne pensais pas que je savais? Je secoue la tête, en signe de déception. Tu aurais dû être plus prudent, papa. Détournement de fonds, fraude à l'assurance, falsification des dossiers des patients, tous ces petits détails dont tu pensais qu'ils ne reviendraient jamais te mordre. Je me penche, baissant la voix juste assez pour que lui seul puisse m'entendre. Maintenant, tu ne pensais pas que quiconque le découvrirait, n'est-ce pas? Son visage devient blanc. C'est le moment que j'attendais depuis des années. Je me suis accroché à ces éléments de preuve, attendant le bon moment, non par méchanceté, ni par mesquinerie, mais parce qu'ils me l'ont appris. Parce que quand on a passé toute sa vie à être sous-estimé, ignoré, rejeté, on apprend à être patient. Vous apprenez à rassembler vos munitions, à affûter vos lames en silence, pour que le moment venu, vous ne vous contentiez pas de riposter, vous brûliez tout ce qu'ils ont construit. Et ce soir, je suis celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Le moment est suspendu dans l'air, chargé de tension. Elle reste figée, son monde parfaitement répété commençant à se fissurer sous le poids de mes mots. Mon Jean Morel se raidit, les doigts serrés à ses côtés. Toutes les lèvres de ma Catherine Morel se courbent de dédain, plus offensée par ma présence que par la vérité qui se dévoile devant elle. Et Romain, il n'a pas dit un mot, son regard oscille entre moi et le papier que je viens de présenter, son visage un peu plus pâle qu'avant. Je peux le voir, la panique d'une fraction de seconde, la façon dont sa gorge tremble alors qu'il déglutit difficilement, la façon dont sa main se contracte à ses côtés. Il sait que je dis la vérité. Mais ensuite, juste comme ça, le moment change. Elle redresse les épaules, relève le menton et soudain elle rit. Pas un rire nerveux et brisé, pas le genre de rire qui signale quelqu'un pris dans son propre réseau de mensonges. Non, c'est tout autre chose, c'est moqueur. Oh mon Dieu, souffle-t-elle en secouant la tête comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entend. C'est vraiment hilarant. Mon estomac se serre, pas parce que j'ai peur, non, j'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé cela depuis des années, mais parce que je connais ce mouvement. Je le reconnais pour ce que c'est. Elle est sur le point de faire ce qu'elle a toujours fait de mieux, allumer, manipuler et mentir jusqu'à ce qu'elle plie la réalité elle-même. Elle parcourt la pièce du regard pour s'assurer d'avoir un public, puis elle se tourne vers moi, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. Sérieusement, Evelyne, tu essaies de gâcher mon mariage avec ça? Elle désigne vaguement le document entre les mains de Romain comme s'il ne s'agissait que d'une poubelle. Cette pathétique tentative de te rendre pertinent? Mon Dieu, tu es encore plus désespéré que je ne le pensais. Je ne réagis pas,
je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Elle s'approche, baissant la voix juste assez pour que moi seul puisse l'entendre. Tu penses que tu es si intelligent, n'est-ce pas? Murmure-t-elle, le souffle chaud de condescendance. Que tu peux entrer ici et détruire tout ce que j'ai construit. Elle se penche davantage, son sourire s'élargissant. J'ai toujours su que tu étais jaloux de moi. La voilà, la vieille accusation familière, celle qu'ils utilisent toujours pour justifier toutes les choses cruelles qu'ils ont faites, jaloux. Jaloux? Je fais l'écho en haussant un sourcil. De quoi, exactement? Oh, allez, elle lève les yeux au ciel. Regarde ma vie, regarde-moi. J'ai tout ce que tu n'as pas, un fiancé qui réussit, une famille aimante, un avenir dont tu ne peux que rêver. Pendant ce temps, toi, quoi? Tu es venu ici, désespéré d'avoir de l'attention? Elle rit dans sa barbe. Mon Dieu, c'est pathétique. Le mot se glisse dans mon esprit, un fantôme du passé, un rappel de tout ce que j'ai surmonté. Et là, au milieu des regards, des chuchotements et de la tension, je me tiens, inflexible, l'architecte de mon propre destin, une femme qui connaît la vérité et l'utilise non pas comme une arme, mais comme un outil de justice. Ce soir, ils ne voient pas la fille qu'ils ont renvoyée, mais la femme qu'ils n'auraient jamais imaginé que je devienne. Mon passé, je me souviens avoir 16 ans, assis à table pendant qu'Elbar demandait les éloges de nos parents. Je me souviens avoir entendu ce mot murmuré derrière des portes closes alors qu'ils pensaient que je ne pouvais pas l'entendre. Je me souviens de la façon dont ils l'ont dit avec certitude, comme si mon échec était déjà gravé dans le marbre, pathétique. Mais ils ne savent pas que j'ai arrêté d'écouter leurs paroles il y a des années. Je souris, lentement et délibérément, et incline la tête. Dis-moi, elle dit-je d'une voix calme et ferme, si je ne suis pas pertinent, pourquoi as-tu l'air si nerveux? Son sourire s'évanouit, juste une fraction de seconde, mais je le vois, et Romain aussi. Ses doigts se resserrent autour du papier, ses sourcils froncés. Il le regarde toujours comme si c'était une bombe prête à exploser. Sa voix est calme et contrôlée, est-ce vrai? Tout le comportement de elle change. Elle se tourne vers lui, son expression s'adoucissant, se modelant en quelque chose de soigneusement conçu, un air blessé, de trahison, d'innocence blessée. Romain, bébé, elle tend la main vers son bras, la voix dégoulinante de douceur, tu ne la crois pas sérieusement, n'est-ce pas? C'est Evelyne. Tu sais comment elle est. Elle a toujours été comme ça, déformant les choses, inventant des histoires juste pour se sentir importante. Encore du gaz. Je regarde Romain expirer, la mâchoire serrée. Il veut la croire. Je peux le voir à la façon dont ses épaules se tendent, à l'hésitation dans sa position. Il veut que sa version de la réalité soit vraie, mais le doute réel et tangible, a déjà pris racine. Et mon Jean Morel, il en a assez. Assez de ces bêtises, dit-il sèchement en s'avançant avec un air d'autorité. Tu as assez gâché cette soirée, Evelyne. Prends tes mensonges et sors. Mensonges. J'inspire profondément, puis j'expire, lentement, de manière contrôlée. Es-tu sûr de vouloir faire ça, papa? Je demande, ma voix étrangement calme. Il se moque. Faire quoi? Nier la réalité? Je penche la tête et regarde les muscles de sa mâchoire se contracter. Parce que je peux vous assurer que si nous suivons cette voie, vous n'aimerez pas où elle mène. Elle se moque. Oh, donne-moi une pause, tu n'as rien sur nous. Je ris, un rire réel et authentique. Tu as raison, dis-je en haussant les épaules, je n'ai rien à part, je ne sais pas, 14 ans de preuve. Silence. Le visage de elle se tord d'incrédulité. Quoi? Je laisse mes yeux dériver à travers la pièce, ma voix légère, presque conversationnelle. Tu pensais vraiment que je suis parti les mains vides? Je réfléchis. Que j'ai juste disparu sans laisser de traces. Je fouille dans ma pochette et en sors une élégante clé USB noire. Tu vois, je continue en jouant avec l'appareil entre mes doigts, pendant que tu étais occupé à jouer à la fille parfaite et que maman et papa étaient occupés à faire comme si je n'avais jamais existé, je collectionnais des choses. Je soulève légèrement la clé USB. Relevé bancaire, le souffle de elle se coupe. Email, serait dit mon Jean Morel. Des documents juridiques liant votre petite clinique familiale à plusieurs chefs d'accusation de fraude à l'assurance. Ma Catherine Morel allait réellement. Dois-je continuer? Le changement dans la salle est palpable. C'est à ce moment-là que la proie se rend compte que le prédateur l'observe depuis le début.
La bravade d'elle vacille, la confiance de mon Jean Morel se fissure et ma Catherine Morel, pour la première fois depuis que j'ai franchi ses portes, a l'air effrayée. Ils savent enfin. Ils pensaient avoir gagné, mais maintenant, debout dans les décombres de leur arrogance, regardant le visage d'une femme qu'ils pensaient avoir détruite, ils réalisent la vérité. Je ne suis pas simplement revenu pour leur rappeler ce qu'ils avaient fait. Je suis revenu pour y mettre fin. Le silence dans la pièce est étouffant. Elle se tient rigide, ses mains serrées si fort que ses jointures deviennent blanches. Mon Jean Morel, habituellement l'image de la domination, paraît soudain petit, et ma Catherine Morel, toujours si calme, si supérieure, a perdu toute prétention de contrôle. Je peux presque entendre les engrenages tourner dans leur tête, se bousculant pour trouver une issue. Mais il n'y en a pas, parce que j'ai construit ce piège, et maintenant je le déclenche. Elle force un rire, un son cassant et désespéré. C'est une blague, dit-elle en secouant la tête. Vous bluffez. Vous n'avez rien. Je penche la tête, faisant toujours tournoyer la clé USB entre mes doigts. Oh, tu es sûr de vouloir parier tout ton avenir là-dessus? Romain, qui était étrangement silencieux, m'arrache soudain la clé USB des mains. Ses mouvements sont frénétiques, comme si le simple fait de le tenir effaçait d'une manière ou d'une autre son contenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande-t-il en regardant elle. Ne l'écoute pas, balbutie-elle elle-même. Elle a toujours été jalouse de moi, Romain. Elle veut juste gâcher notre mariage. Je croise les bras et regarde la scène se dérouler comme un metteur en scène profitant du point culminant d'une pièce parfaitement exécutée. Vas-y, dis-je froidement, hochant la tête en désignant le lecteur qu'il tient à la main. Branchez-le. Voyez par vous-même. Il hésite, parce qu'il le sait déjà qu'elle lui a menti, mais maintenant il en a la preuve. Son visage se durcit. Sans un autre mot, il se dirige vers la cabine du DJ à proximité, sortant son ordinateur portable de derrière le système audio. Elle panique. Romain. Arrête. Crie-t-elle en se précipitant en avant, mais il est trop tard. L'écran s'illumine lorsque Romain insère le lecteur, ses yeux vont et viennent, lisant. Et puis il se raidit, le sang s'écoule de son visage, sa mâchoire se bloque. Je regarde le moment exact où il réalise la vérité. Elle, en temps réel, s'effondre. Romain, plaide-t-elle, la voix tremblante, quoi qu'elle te montre, ce n'est pas. Tu m'as menti, les mots sont froids, définitifs. Elle tressaillit. Non, je ne l'ai pas fait. Je m'ai menti, résonne sa voix, assez fort pour que toute la salle de bal se fige. Les invités du mariage, qui chuchotaient auparavant, faisant semblant de ne pas écouter, regardent maintenant ouvertement. Elle, désespérée, lui attrape le bras. Romain, s'il te plaît, il s'arrache à son contact comme si elle était quelque chose de sale, sa respiration est irrégulière, ses épaules se soulevaient alors qu'il parcourait des années de documents falsifiés, de fraude à l'assurance et la preuve indéniable qu'elle n'avait jamais obtenu son diplôme de médecine. Mon Jean Morel s'avance, la panique dans les yeux. Romain, écoute. Ferme ta gueule, pour la première fois, mon Jean Morel, le patriarche arrogant et dominateur, se fige. Romain se lève, tout son corps tremblant de fureur, ses mains serrées en poing le long de son corps alors qu'il regarde elle, puis mes parents. Tu m'as joué, souffle-t-il. Vous m'avez tous joué. Ma Catherine Morel lève le menton. Romain, chéri, tu réagis de manière excessive. Toi et elle êtes faits pour être ensemble. Destinés à être. Il rit, mais il n'y a aucun humour là-dedans. C'est le rire d'un homme qui se rend compte qu'on l'a ridiculisé. J'allais t'épouser, siffle-t-il à elle, je t'ai défendu, je t'ai fait confiance, et pendant tout ce temps, tu n'étais qu'un petit imposteur gâté. Elle fond en larmes, mais c'est trop tard, le mal est fait. Vous n'êtes pas médecin, crache Romain, du pur venin dans la voix. Tu n'es rien. Et puis il arrache son alliance et la jette à ses pieds. La salle entre en éruption, les invités murmurent, des hoquets scandalisés se propagent dans la foule alors que Romain se dirige vers la sortie, son avenir tout entier détruit en un seul instant. Elle sanglote, s'affaissant au sol dans sa robe de créateur, tremblante. Mais ce n'est pas seulement le mariage qui s'effondre, c'est tout. Parce que Romain n'était pas le seul à regarder. La clé USB n'était qu'une pièce du puzzle. Je me tourne vers la foule, mon regard se posant sur un homme plus âgé et bien habillé qui se tient près du fond, le directeur de l'hôpital où elle prétendait qu'elle travaillait. Da Peterson, j'appelle. Il se raidit visiblement.
Les invités se tournent vers lui, reliant soudain les poings. Ça pourrait vous intéresser de savoir, dis-je d'une voix. Le fait que l'un de vos soi-disant professionnels de la santé soit en réalité un décrocheur du secondaire sans réelle qualification, les murmures se propagent comme une traînée de poudre. Le visage du docteur Perrin rougit alors qu'il regarde mon Jean Morel. Tu m'as dit qu'elle avait son diplôme, balbutie mon Jean Morel, maintenant visiblement en sueur, nous, on peut arranger ça, ce n'est pas quoi. Je l'interromps en me rapprochant, ce n'est pas une fraude, ce n'est pas un crime. Le docteur Perrin jure dans sa barbe. Je te faisais plus confiance, tu disais que ta fille était. Ce n'est pas ma fille, crie soudain mon Jean Morel, désespéré maintenant, elle n'est rien pour moi. La salle de bal entière devient silencieuse pendant un moment. Même moi, je suis surpris, mais ensuite je souris parce qu'il vient de commettre la dernière erreur. Je m'en doutais, dis-je doucement, et je dois dire que c'est une déclaration intéressante à faire étant donné que vous avez utilisé mon identité à des fins de fraude fiscale au cours de la dernière décennie. Un silence de mort. Mon Jean Morel pâlit, ma Catherine Morel se raidit. Je lance la dernière bombe, c'est vrai, mon identité a été vérifiée récemment. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que quelqu'un utilisait mon numéro de sécurité sociale pour produire des déclarations de revenus frauduleuses et blanchir de l'argent par l'intermédiaire d'une certaine clinique familiale. Le directeur de l'hôpital claque des doigts à son assistant. Appelez le service juridique maintenant. Mon Jean Morel ouvre la bouche, mais je l'ai devancé. Et juste pour que vous le sachiez, j'ajoute légèrement, l'IRS a déjà été informé. Son visage s'effondre, la pièce éclate à nouveau, cette fois dans un chaos total. La sécurité s'avance, mon Jean Morel essaie de parler, mais le docteur Perrin lui coupe la parole. Votre carrière est terminée. Elle gémit sur le sol, son maquillage maculé. Ma Catherine Morel est silencieuse, rigide, comprenant déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et moi? Je reste là, à regarder, parce que c'est ce qu'il mérite. C'est la justice, et je ne me suis jamais senti aussi puissant de ma vie. La salle de bal est dans le chaos, les gens murmurent, chuchotent, halètent. La sécurité s'installe, les invités s'éloignent de mes parents comme si la peur de la fraude était contagieuse. Elle sanglote toujours sur le sol, le mascara strié est cassé, tandis que Romain, autrefois son parfait fiancé dévoué, sort en trombe, traînant derrière lui les restes de sa confiance brisée. Je devrais m'en aller, je devrais être satisfait, mais je ne bouge pas encore. Parce que pendant des années j'ai rêvé de ce moment, de me tenir devant eux non pas comme la fille brisée qu'ils ont abandonnée, mais comme la femme qu'ils n'ont jamais vue venir. Et maintenant, alors que j'admire leur monde en ruine, je le ressens, la rupture définitive du fil faible et effiloché qui nous reliait encore. Mon Jean Morel, qui autrefois me regardait avec déception, me regarde désormais avec quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir, la peur. Ma Catherine Morel, toujours froide et calculatrice, semble complètement perdue, agrippée aux mots qu'elle n'arrive pas à former. Est-ce elle, l'enfant en or, celle qui a toujours gagné, est à genoux. L'ironie est délicieuse. Elle me regarde, les yeux écarquillés, désespérée, suppliant, Evelyne, s'il te plaît. Je laisse son plaidoyer flotter dans l'air, le savourant, car pour la première fois de ma vie, je détiens tout le pouvoir. Puis je penche la tête, réfléchissant. S'il te plaît, je répète, ma voix froide, maintenant, c'est intéressant, parce que je ne me souviens pas que tu aies jamais dit ça quand tu m'as tout volé. Elle tressaillit. Je ne me souviens pas que tu aies dit ça quand tu étais là pendant qu'il me jetait dehors. Des larmes coulent sur ses joues. J'étais jeune, tu t'en fichais, je termine d'une voix aiguë. Et moi non plus. Sa lèvre tremble, elle sait qu'elle est perdue. Mon Jean Morel sort enfin de son choc, le visage tordu par la colère. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant, siffle-t-il. Vous pensez que parce que vous avez gagné de l'argent, vous avez le droit d'humilier votre famille. Je ris, un vrai rire, parce que c'est absurde. Cet homme, cet imposteur, s'accroche toujours à son ego comme à une armure alors qu'il a déjà tout perdu. Tu as cessé d'être ma famille il y a longtemps, dis-je d'une voix égale. Et quant à être meilleur que toi, je m'avance, croisant son regard fixement, je n'ai pas besoin d'y penser. Je le sais. La sécurité les atteint enfin. Le docteur Perrin passe déjà des appels pour s'assurer que la licence médicale de mon Jean Morel soit révoquée. L'IRS ne tardera pas, et elle, les invités, ses amis, ses collègues, se détournent déjà, prennent leur distance, regardant son avenir parfait brûler en cendres. Je respire,
laisse tout s'installer, puis je leur tourne le dos. 3, 2, je m'éloigne, enjambant la bague de fiançailles abandonnée qui brille sur le sol, passant devant les spectateurs stupéfaits, devant les restes d'une vie à laquelle je voulais autrefois appartenir. Alexandre m'attend près des portes. Il ne dit rien, ne me demande pas si je vais bien. Il le sait juste. Ses doigts effleurent les miens, une encre tranquille, une promesse silencieuse. Je lui serre la main, puis nous partons. Dehors, la nuit est fraîche et vivifiante, la ville bourdonne autour de nous, inconscient des décombres que nous venons de laisser derrière nous. Alexandre me regarde, le front légèrement relevé. Alors, dessine-t-il, gâteau? Je cligne des yeux, surpris, puis je ris, d'un rire profond, décomplexé et libérateur. Oui, dis-je, toujours en souriant, prenons du gâteau. Parce que ce soir, ce n'est pas à propos d'eux. C'est à propos de moi. Et pour la première fois de ma vie, je me sens légère parce que la vengeance n'était pas la question. La liberté était. Et maintenant, je suis enfin complètement libre.